En plein épisode du feuilleton tragique et pathétique de la fin de l'hiver, le coronavirus, sous fond de confinement mondial, eh bien, il me semble intéressant de faire un premier point sur un traitement qui a été proposé depuis un moment et dont les autorités ont tout fait pour pouvoir le mettre sous terre, hein. Je veux parler de la chloroquine et du travail du professeur Raoult. Alors c'est quand même intéressant parce que sans avoir de parti pris, aujourd'hui on a des faits qui sont établis, tout est sourcé. Je vais essayer de vous mettre en description de cette vidéo les liens. Vous pourrez aller jeter un œil et vous faire votre propre avis. Je vais dans un premier temps tout simplement vous rappeler ces faits, bruts, sans commentaire. Et puis pour conclure la vidéo, eh bien, je vous ferai part de mon ressenti par rapport à ça. Et puis évidemment, comme j'aime bien toujours me projeter dans différents scénarios, je vais vous dire ce que je pense que il va se produire finalement derrière. Alors, rappelons les faits. Alors, je rappelle encore une fois, c'est que des faits. Je ne vais pas chercher plus loin. Euh, on va dire, on va intituler ça Didier Raoult contre le coronavirus. Mais je pense que ce pauvre professeur, entre guillemets, que je salue au passage, ne doit pas lutter que contre le virus. Nous-mêmes, on est concernés par un autre virus en parallèle qui est, à mon sens, bien plus létal. Vous verrez. En 1, le mari d'Agnès Buzyn, M. Lévy, M. Pierre Lévy, participe à l'inauguration du laboratoire P4 à Wuhan, d'où le virus est sorti. Je vous lis là une partie du discours qui a eu lieu à l'hôtel de Matignon le 23 février 2017. 23 février 2017, discours de M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre à l'époque, et lors de la cérémonie d'accréditation du fameux labo de haute sécurité P4. Alors j'en avais parlé avec un copain, il me dit des labos P4, il y en a partout, sauf que là, en l'occurrence, bah non, c'est le seul. Je vous lis cet extrait. Madame la ministre, monsieur les ministres, monsieur les parlementaires, monsieur l'ambassadeur, etc., etc., etc. La France est fière d'avoir contribué à la construction du premier laboratoire de haute sécurité biologique P4 en Chine. Donc le premier laboratoire P4 qui concerne la lutte contre la virologie a été construit en Chine, à Wuhan, là où l'épidémie est partie. Conçu par des experts français puis mis en chantier à Wuhan en 2011, cet outil de pointe constitue un élément central de la réalisation de l'accord intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Il faut rappeler qu'avant cela, le même mari d'Agnès Buzyn s'est fâché avec Didier Raoult en refusant les labels de l'INSERM, puisque Pierre Lévy, mari d'Agnès Buzyn, était président-directeur général de l'INSERM. Et donc il refuse au même professeur le label de l'INSERM. Donc il refuse ce label au centre de recherche mondialement réputé, c'est-à-dire l'IHU, dirigé par le même professeur Raoult. Donc ils sont déjà en bisbille tous les deux avant cette date. 2. Le professeur Didier Raoult montre que le classique médicament de la chloroquine soigne 90% des cas de coronavirus s'ils sont dépistés assez tôt. Il s'oppose au confinement généralisé des porteurs sains qu'il juge digne du Moyen-Âge. Il prône un dépistage généralisé et un traitement rapide avec la chloroquine et avec confinement des seuls malades. C'est-à-dire, en clair, on évite de mettre un malade dans la même famille en le confinant pour contaminer tout le reste de la fratrie. Il faut rappeler que la chloroquine coûte 10 centimes les 100 comprimés. Il est sûr que les laboratoires qui financent l'INSERM cherchent des solutions bien plus coûteuses. On les comprend, il y a toujours un petit billet à se faire dans ces cas-là. 3. En octobre 2019, il faut savoir que M. Lévy, président de l'INSERM et mari de la ministre, a révoqué le statut de fondation des IHU pour reprendre le contrôle sur leurs recherches. Le professeur Raoult dirige l'IHU de Marseille et est visé évidemment directement par cette directive. 4. Le 13 janvier 2020, alors que l'épidémie se répand en Chine, Agnès Buzyn classe la chloroquine, donc le fameux remède envisagé, dans les substances dites vénéneuses. Et du coup disponible seulement sur ordonnance, alors que cela fait 50 ans qu'elle est en vente libre. Voilà.
Alors, il y a des dérivés hein, de chloroquine. Hein. Il y a un médicament qui s'appelle Plaquenil. J'ai moi-même essayé de m'en procurer en Bulgarie. Pas moyen. Le pharmacien, la pharmacienne en l'occurrence, à ce moment-là, m'a dit bah non, fais pas ça en Bulgarie. Est-ce que derrière, il y aurait des directives européennes? Don't know. En tout cas, même ce médicament qui était vendu sans ordonnance depuis, on va dire, 40 ou 50 ans en France, on ne le trouve plus parce que, vous comprenez, c'est vénéneux. Voilà. 5. Il y a quelques semaines, Agnès Buzyn a dit avoir su que ce serait une hécatombe et qu'il n'y avait pas de remède. Hein. Il me semble qu'elle a même soi-disant pleuré parce qu'elle était débordée devant l'ampleur du désastre. Hein. Ceci dit, après, elle se présentait à la mairie de Paris. Il ne m'a pas semblé voir sur les vidéos une larme couler. Elle était plutôt contente de briguer la mairie de Paris à ce moment-là. Donc, bon, on peut admirer la capacité de résilience quand même de cette femme hein, qui a réussi de passer du rire aux larmes en l'espace de quelques minutes. Hein, voilà. Alors, on continue. 6. Le gouvernement d'Emmanuel Macron fait un confinement généralisé de la population et il ne parle pas de la chloroquine. Ça n'existe pas, circuler, il n'y a rien à voir. Il affirme que les policiers ne doivent pas porter de masque, par l'intermédiaire d'un de ses ministres. De toute façon, ils ont été volés hein, pour la plupart, donc il n'y en a même pas pour les soignants. Hein. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai quand même des contacts dans le milieu soignant. C'est chaud quand même, hein, voilà. Pour avoir du matériel, c'est très difficile. Il refuse le dépistage de masse, pourtant pratiqué allègrement en Corée et en Allemagne. Et notamment en Corée, on sait l'efficacité que ça a eu. Hein. Donc ça a été un succès là-bas. Il refuse de fermer les frontières avec les pays contaminés. 7. Le journal Le Monde et l'Agence d'État de la Santé qualifient les recherches du professeur Raoult de fake news, avant de se rétracter évidemment. Hein. Donc on voit même sur un plateau télé un journaliste, hein, un certain Cohen, qui va évidemment s'improviser virologue et puis qui essaye de mettre à l'amende le professeur qui travaille depuis 40 ans dans le domaine, qui est une des sommités mondiales, en lui disant que grosso modo ce qu'il fait c'est de la merde parce que lui c'est mieux que tout le monde. Hallucinant, hallucinant. 9. Ah non, 8, pardon, c'est pas fini. Le professeur François Perronne révèle il y a quelques jours sur LCI que le stock de chloroquine de la pharmacie centrale française a été pillé. Ah, c'est ballot quand même, hein, rendez-vous compte. Ils sont vraiment pas finaux hein, quand même. Hein. C'est terrible. On a une classe politique de gens qui sont payés très cher et qui sont vraiment pas bons. Hein. Ça doit être ça, je pense. Hein. Continuez à croire qu'ils sont pas bons. 9. Ailleurs dans le monde. La semaine dernière, grâce à un tweet d'Elon Musk, en 48 heures, Donald Trump, vous savez, le vilain pas beau hein, qui dirige les États-Unis, met à disposition de tous les Américains la chloroquine. Au Maroc, on achète le stock de chloroquine de Sanofi à Casablanca. Au Pakistan, le Pakistan va accroître sa production de la chloroquine à destination de la Chine. La Suisse, elle, exclut le confinement généralisé de la population, pratique un large dépistage et traitement rapide et accuse la France de faire de la politique spectacle. La société Teva en Israël annonce qu'elle va livrer gratuitement plus de 10 millions de doses de chloroquine aux US. 10. Estrosi, soigné lui-même à la chloroquine. Tiens, donc je ne sais pas s'il était en soins intensifs, hein, ce monsieur, mais en tout cas, lui, pour le coup, il a pris le traitement assez rapidement, j'ai l'impression. Hein. Sans réponse du gouvernement, a appelé directement Sanofi pour qu'il livre la chloroquine aux hôpitaux de Nice. Voilà, il est au moins, il n'a pas joué perso sur ce coup-là, on va dire. Hein. Alors, sous le lobbying intensif du professeur Raoult, un test à grande échelle de la chloroquine a commencé finalement en France sous la direction de l'INSERM, qui veut refaire les expérimentations dans d'autres centres médicaux indépendants. Bah oui, parce que évidemment, quand la maison brûle, il faut quand même bien revoir les plans du zinzin pour voir si on ne veut pas rajouter des problèmes aux problèmes existants. Donc ça va encore nous prendre plusieurs semaines. Pendant ce temps-là, les gens meurent. On envoie les gens au front soigner ces mêmes personnes sans être équipés. Mais tout va bien. Nos politiciens, nos cols blancs continuent à disserter pendant ce temps-là. Hein. Voilà, et tout ça, aucun média n'en parle, tout ça passe sous silence, et on en est là. Voilà, voilà. Alors, moi, ce que je pense de tout ça, je vais vous dire tout simplement, c'est que, alors, a priori, il y a aussi d'autres articles où on découvre que Agnès Buzyn a été évidemment rémunérée par des labos pendant plusieurs années, 14 ans, je crois. Hein. Bon, je vous mettrai les liens, ça se trouve très facilement.
Donc, à mon sens, on a à minima un putain de conflit d'intérêts derrière. Voilà, tout simplement. Avec au milieu des gens qui sont pour le coup pris en otage. On ne parle pas de grève là, hein, on parle de gens qui meurent directement. Et puis pendant ce temps-là, rendez-vous compte, parce que les gens qui nous dirigent, bah, on va de malchance en malchance. Hein. On n'a pas de masque, on a effectivement le stock qui est subtilisé, enfin bref, l'incompétence crasse habituelle. Hein. Moi, je ne suis pas de cet avis. Hein. Je pense que ces gens-là sont loin d'être incompétents. Mais bon, c'est un avis personnel. En attendant, si on énumère les faits, on se rend compte qu'il y a des gens qui meurent et qu'il ne se passe rien. Voilà, tout simplement. Alors, on a d'un côté un Gaulois réfractaire hein, qui ressemble à D'Artagnan, voire même Don Quichotte, j'ai envie de dire, qui monte au créneau. Bon, il est sévèrement burné quand même, hein, ce mec-là. Euh, je pense qu'il a des centaines de chercheurs sous ses ordres. Il a effectivement conscience eh bien, de remplir sa mission liée au serment qu'il a à un moment, fait, hein, serment d'Hippocrate, donc il soigne les gens. Et envers et contre tous, il s'élève contre la bêtise de nos officiels pour dire bah non, on a un médoc, il y a des gens qui meurent, eh bien ça a donné des résultats, allons-y, et puis on verra. Alors, voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que en tant qu'homme libre, je dois avoir le choix. J'en ai rien à foutre que des mecs qui viennent me faire de la médecine de comptoir sur des plateaux télé, qui sont autorisés par les lobbies qu'on connaît, viennent me dire que je ne suis pas à même de décider moi-même de ma propre vie. Parce que si je suis en train d'y passer, bah, je préfère tester le médoc, voir si ça fonctionne et prendre ce risque-là. Et je pense que chaque personne devrait être à même de décider pour elle-même avant que une soi-disant sommité ou un collège de gens qui sont de toute façon tous à pointer et tenus par des lobbies et par des lobbies politiques et financiers viennent me dire que j'ai le droit ou pas. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ce médicament il coûte rien. On comprend tous bien effectivement que c'est pas l'intérêt de certaines personnes de laisser les gens guérir par un médicament qui a été à disposition des gens pendant 50 ans, puis que d'un seul coup on a découvert que c'était une substance vénéneuse, hein, voilà, bizarrement, dès début janvier, dès mi-janvier. Donc ça c'est la première chose. La seconde, je dirais donc que voilà, en tant qu'homme libre, je dois décider pour moi-même. La seconde chose, c'est qu'à minima, il y a un putain de conflit d'intérêts, que pour l'instant, l'urgence, c'est effectivement de traiter ce problème de virus. Voilà, on en est là. Pour l'instant, effectivement, il faut jouer le jeu, il faut essayer de limiter les infections et de passer à travers. Et surtout, si on est en bonne santé, protéger les gens qui le sont moins, donc limiter les contacts, etc. Mais que derrière, comme on est en guerre, soi-disant, hein, dans ma culture, à moi, les mots ont un sens. Si on est en guerre, moi j'ai envie de dire, dans ces cas-là, dressons des tribunaux militaires à la fin du traitement de cette épidémie, et puis jugeons les responsables, selon les lois martiales. Allons-y, il y a un moment, il faut arrêter de chipoter dans tous les sens. Moi je viens de Lorraine, d'origine. J'ai connu le pipotage qu'on nous a fait à l'époque de Tchernobyl. J'ai été, touché aussi de près à l'époque du sang contaminé, avec Fabius et toute la clique. Et là, on nous refait le coup avec un soi-disant virus qui émane de Chine, parce qu'évidemment, c'est un niache qui a bouffé un pangolin ou une chauve-souris, et puis le truc s'est répandu. Bon, donc je pense qu'il y a peut-être même d'autres ficelles à tirer derrière hein, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce que on n'aura peut-être pas toutes les clés, mais je pense que ça va peut-être même un peu plus loin que le simple et déjà grave conflit d'intérêts. Voilà, alors ça c'est ce que je ferais moi perso. Hein, mais on ne va pas être dans un monde idéal comme celui-là. Moi je vais vous dire ce qui va se passer, ce que je ressens, c'est qu'on va atteindre le pic d'épidémie au mois d'avril, mi-avril. Après, ça va se tasser en entrant dans on va dire vraiment dans le dur du printemps, mois de mai. Les gens vont rester confinés tout le mois d'avril. Début mai, il va faire beau, le truc va se tasser, on va réouvrir à nouveau. On va dire que c'est la fin du confinement. Tout le monde va se tomber dans les bras. On va ressortir de tout ça en se disant chouette, enfin la liberté retrouvée. Et puis, comme ça sera la fin de la saison, les gamins retourneront un petit peu à l'école. Ceux qui font un peu de business avec du public reverrouilleront les gens pour les abonnements pour la saison prochaine. L'économie redémarrera un petit peu. Il faudra la jouer patriote en partant en vacances quand même, parce que de toute façon, le gouvernement pourvoit à tout. Donc rassurez-vous, vos charges seront payées, etc., avec la planche à billets.
Et puis on va prendre une grande respiration, et puis on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire comme on fait d'habitude en France, on va souffrir d'amnésie, c'est-à-dire qu'on va laisser couler le truc, on va laisser courir le truc, et les gens qui sont responsables, les Lévy, les Cohen et toute cette clique va continuer, les Buzyn et compagnie, ils vont continuer à vous raconter un tas d'histoires. Euh, et puis derrière, et puis il ne se passera rien, tout simplement, on va continuer comme d'habitude. Et moi, je trouve ça catastrophique parce que je vais essayer d'élever un petit peu le débat et les consciences à la fin de cette vidéo, tout simplement pour vous dire que, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, en titrant cette vidéo en disant que pour moi c'était le symbole de l'effondrement de la société occidentale. Alors évidemment, on est tombé dessus, machin, etc. Oui, mais dézoomer au maximum, les gens. Oui, c'était le symbole de l'effondrement de la société occidentale, c'était le début. Et là, aujourd'hui, d'un point de vue individuel, on est tous quasiment confinés au niveau mondial. Alors moi, je continue à considérer que on essaye de on banane un petit peu, hein. Il y a des intérêts derrière qui sont bien plus importants. Mais au-delà de ça, on se retrouve tous finalement confrontés à nous-mêmes. Et je pense que c'est vraiment une occasion pour certains, pour la plupart des gens, hein, qui préfèrent se saouler de la présence des autres, de multi-activités, parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver seuls avec eux-mêmes. Rendez-vous compte, l'échelle que ça prend, c'est mondial, en fait. On en a tous, quel que soit le pays où on est, quasiment, on n'a pas le choix, on est obligé d'être confiné. Et donc c'est un moment qui doit être riche d'enseignements et de réflexion personnelle. Et je pense que, d'un point de vue spirituel, on nous donne la possibilité, puisqu'on est à la période de l'apocalypse, hein, c'est-à-dire le voile qui se déchire, la vérité qui va émerger, on nous donne la possibilité de faire ce retour sur nous-mêmes et de décider de la suite. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sera sorti du bordel, on va dire ouf, grande respiration, on va pouvoir gambader, profiter du printemps, puis mettre un putain de couvercle sur toute cette merde, comme on a toujours fait depuis toujours? Ou est-ce qu'on va tirer les pelotes vraiment et se dire non, c'est terminé là. On prend nos responsabilités, on change le truc. Je pense que tout le monde a le choix. Je pense que les Parisiens qui sont pris comme des rats là, dans la ville du diable, là, hein, qui vont rester coincés dans leurs 10 mètres carrés, etc., sans pouvoir sortir comme d'habitude, sans pouvoir profiter des, des lumières de la ville, là, hein. Je pense qu'il y aura deux options derrière. Il y aura ceux qui vont se prendre une putain de claque, qui vont se dire waouh, prise de conscience, qui vont quitter la ville et qui vont peut-être changer de vie, qui vont se dire bah non, effectivement, retour à la terre quelque part, retour à des choses et des valeurs plus saines. Et puis à ceux qui feront, comment dire, comme d'habitude, c'est-à-dire qui remettront un couvercle là-dessus, puis qui se diront ah pouf, retour à la normale, on vit comme avant. Et moi, je pense que d'un point de vue philosophique et symbolique, enfin certaines personnes vont avoir une deuxième chance en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont eu une alerte. Et s'ils n'arrivent pas à capter cette alerte, à capter les significations, les signes véhiculés par cette alerte, bah, il ne faudra pas qu'ils viennent pleurer parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance derrière. Parce que ce qui risque d'arriver quand on regarde les prophéties, tout ça, attention, je vais un petit peu loin, hein. Vous avez vu que c'est possible, ça arrive, hein. Voilà, la ville est en quarantaine, on ne peut pas sortir, on ne peut pas bouger, ça peut être pire. Et peut-être que dans un futur proche, vous n'aurez pas cette deuxième chance. Quelque part, Dieu vous l'offre, cette chance, hein. Il nous offre tous, enfin la divinité, on va dire grand architecte, nous offre la possibilité de faire ce retour sur soi et de décider pour la suite, tout simplement. Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on continue d'accepter tout ça et qu'on remet un couvercle là-dessus puis qu'on essaye de continuer comme avant? Mais il n'y aura pas de retour comme avant. Dites-vous bien, c'est fini, c'est terminé. Donc après, c'est une question de prise de responsabilité individuelle. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai du mal, moi, un petit peu à supporter ça d'un point de vue... Enfin, ça me fait monter l'énergie, la tension, si vous voulez, parce que... voilà, j'ai été impacté personnellement par effectivement l'époque de Tchernobyl, par le sang contaminé. J'ai actuellement... mes parents sont... Enfin, ma mère est décédée d'un cancer. Mon père actuellement se bat contre la maladie. Et en fait, je suis assez dégoûté de la réaction que j'observe. C'est-à-dire les manipulations de nos élites
l'inconscience et l'inconsistance de la population, parce que il ne faut pas vous voiler la face. Quand j'observe comment la chose a été traitée en Asie, quand j'observe comment les pays de l'Est réagissent par rapport à cet événement, la discipline qu'il peut y avoir, la conscience des autres, la protection personnelle, parce qu'on ne sait pas, hein, ça peut être aussi vraiment, a priori le germe il est quand même costaud, donc même si vous êtes infecté, que vous subissez le truc, mais que vous résistez, peut-être que vous allez le passer à une personne malade, quoi. Donc il y a une prise de responsabilité. Moi, je me protège. Je ne me vois pas, par exemple, mettre en danger la vie, que ce soit la vie de mon père ou que ce soit la vie d'autres personnes qui seraient plus fragiles que moi. Et quand je vois la réaction en France, cet égoïsme profond, alors j'en attendais pas moins, hein, je savais ce qui allait se passer. Mais ça me laisse toujours un goût amer dans la bouche, en fait. Et encore une fois, j'essaye de sortir de tout ça émotionnellement. Je me dis, bah, le traitement de cette crise révélatrice de la direction que vont prendre les pays dans les mois et les années qui viennent, tout simplement. Voilà. Regardez ce qui se passe, regardez comment ça a été traité, regardez, puis encore, on n'a pas tiré toutes les pelotes, encore, hein, des responsabilités, du jeu de responsabilité là-dedans. Mais vous avez une bonne vision, finalement, de l'évolution et de la direction que vont prendre les pays euh, dans les mois et les années qui viennent. Allez, je vous souhaite bon courage à tous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches aussi. Soyez responsables. Ciao, ciao.